Donc on va inverser les deux derniers topos. Si tu peux faire un peu court sur une proposition de registre national. C'est plus qu'une proposition, c'est une réalité. Je vais essayer de faire court. On a un petit peu parlé pour certains d'entre vous qui étaient là lors de la réunion de Lyon il y a quelques mois. Peut-être que certains d'entre vous ont reçu donc le mail avec en tout cas la procédure pour créer, puisqu'ils ne vous envoyaient pas directement les identifiants, pour ce fameux registre Chiari. Je reviens rapidement sur le contexte réglementaire. Vous savez que les choses vont dans le sens de plus de à la fois de contrôle et d'évaluation des pratiques professionnelles, et en particulier a été confié au CNP le rôle de mettre en place, de coordonner la mise en place de registres d'évaluation des pratiques professionnelles. Et donc le CNP de neurochirurgie a commencé depuis quelques années maintenant à mettre en place des sous-registres avec, je vais vous en parler, ce qu'on appelle la Fédération des spécialités médicales. Et en fait, en juin 2023, est sorti un décret qui rend obligatoire pour les praticiens, et en particulier par les neurochirurgiens, c'est chirurgie cardiaque et neurochirurgie en premier, le fait de remplir des registres d'évaluation des pratiques. Et alors ça ne concerne pas beaucoup ici dans les Chiari, mais ça concerne beaucoup les orthopédistes, et il y a un gros travail notamment de la Softcode sur les registres, notamment lié à ça, qui fait que en fait le remboursement des implants sera probablement on va dire lié au fait que le patient soit renseigné dans un registre. C'est, peut-être Monsieur Cour en dira un mot, presque déjà une réalité pour, notamment pour le genou. En tout cas, c'est un projet qui a déjà démarré, et peut-être que ça arrivera bientôt sur le rachis. Alors, il y a une obligation légale. Est-ce que c'est uniquement une contrainte, ou est-ce que ça peut être aussi pour nous, praticiens, une chance finalement de remplir ces registres? Alors, on a tous vu des papiers scandinaves avec 10 000 patients en se disant ça serait quand même bien qu'on arrive à faire ça chez nous. Et en fait, il n'y a pas de secret, c'est parce que les Scandinaves, ils remplissent des registres pour tous les patients qu'ils opèrent. Et du coup, ils en ont d'abord une grande habitude, et du coup, la capacité de pouvoir les exploiter pour faire des études qui ont un fort impact derrière. À l'échelle, on va dire même plus locale, c'est aussi notamment dans le cadre d'un centre de référence maladie rare comme le nôtre, c'est l'opportunité de renforcer les liens, les collaborations, d'avoir des projets de recherche communs pour des pathologies qui sont rares par définition, et pour lesquelles du coup on a tout intérêt à mettre en commun nos patients. Et enfin, il y a une visée un peu plus politique, c'est que si c'est pas nous les praticiens qui prenons en charge la création et l'administration de ces registres, ce seront les tutelles, et quelque part on préfère remplir ce qu'on a créé nous-mêmes pour notre propre bénéfice, plutôt que de devoir remplir ce qu'on nous demande de remplir sous condition de ne pas rembourser nos interventions. Le CNP de neurochirurgie, finalement, a mis en place ces registres depuis quelques années, mais d'autres sociétés savantes le font depuis plus longtemps. Peut-être certains d'entre vous ont entendu parler d'un registre qui s'appelle EPITOR, qui est le registre des chirurgiens vasculaires et thoraciques, qui, je crois, est historiquement le premier registre national d'une société savante en France, qui existe, il me semble, depuis 13 ans maintenant, qui a plusieurs centaines, je crois qu'ils sont à 200 000 patients inclus sur EPITOR, et ça leur permet de faire des énormes études et d'avoir du coup toute une sorte de cercle vertueux où ils peuvent inclure beaucoup de patients, avoir une idée de leur pratique, voire même les utiliser par exemple lorsqu'il y a des contentieux pour défendre des collègues, etc. La Softcode et plus récemment la SFCR aussi s'est un peu lancée sur le sujet. Il y a un registre de la Softcode qui s'appelle RENACOT, qui est actuellement essentiellement utilisé, il me semble, pour les prothèses de genoux, qui commence à être utilisé pour les prothèses d'épaule et de hanche, et qui servira, pour ceux qui ne le savent pas encore, de modèle un peu pour la SFCR, puisque la SFCR va créer une sorte de sous-registre dans RENACOT pour le rachis. Pour la neurochirurgie, donc le CNP de neurochirurgie a mis en place avec la FSM, qui est une sorte de d'association à but non lucratif, mais qui a pour
objectif d'aider les CNP à mettre en place des registres. Donc en gros, ils fournissent l'outil et le CNP a la main sur la façon dont on constitue le registre, qui y participe, qui exploite les données. Simplement ici pour vous donner un petit aperçu d'un sondage qu'on avait fait pour la SFCR. On avait demandé à une centaine à peu près de répondants d'abord s'ils étaient au courant du contexte réglementaire sur ces registres. La plupart, vous voyez ici, 57% des répondants, donc des chirurgiens ici, de la SFCR n'étaient pas au courant qu'il y avait une obligation légale de remplir ces registres. Donc on ne le sait pas encore, mais je pense qu'on va bientôt et de plus en plus être au courant. La majorité pense que c'est utile. Donc il n'y a pas a priori, en fait, contrairement à ce qu'on pourrait penser, d'opposition, un peu de principe sur ces histoires de registres. Mais en gros, on ne veut pas que ça nous prenne trop de temps. Ça veut dire globalement, on est prêt à 77% à remplir des registres, mais on veut que ça nous prenne en gros maximum 5 à 10 minutes par patient. Puisqu'en fait, évidemment, ceux qui vont remplir ces registres, on aimerait bien que ce soit des ARC et des techs et qui on veut, mais en fait, ce seront les chirurgiens. Donc l'objectif, c'est de pouvoir faire un registre qui puisse être rempli en quelques minutes maximum. Donc l'idée de faire un registre Chiari est arrivée à la suite d'une présentation du sous-registre DBS qui avait été créé en 2021. On a discuté avec le CNP, avec la SFNC, avec la FSM. On a pas mal travaillé avec la FSM pour mettre en place cette ICRF, et donc l'idée c'est de le lancer maintenant dans le cadre du CRMR CEMAVEM, dans une phase pilote initiale auprès des centres CEMAVEM neurochirurgicaux adultes. Après, on rediscutera éventuellement de la participation de centres pédiatriques ou de l'élargissement à d'autres pathologies que les Chiari, mais l'objectif là, c'est qu'on s'adresse aux centres de neurochirurgie adultes qui opèrent des Chiari. En pratique, je vous montre la version actuelle du sous-registre, qui est accessible par tous ceux qui ont reçu le mail, et si vous ne l'avez pas reçu, vous pouvez m'envoyer un mail et puis vous recevrez des identifiants. En fait, c'est très simple, honnêtement. Vous rentrez votre identifiant, vous arrivez sur cette page-là. Alors, on a un peu simplifié par rapport à Lyon, pour ceux qui étaient à Lyon, qui ont dit que le formulaire était un peu long, donc là, c'est plus court. Vous rentrez le nom, le prénom, la date de naissance, vous cochez Chiari, 15 secondes. Vous arrivez sur le deuxième formulaire, qui s'appelle diagnostic. Il y a deux, on va dire, sous-formulaires, un qui s'appelle clinique, l'autre qui s'appelle paraclinique. Et vous n'avez que des questions oui-non. Vous voyez, vous cochez sur oui-non, oui-non, oui-non. Alors ça paraît... l'idée, c'est de trouver le bon compromis entre avoir des données qui soient utiles sur le plan, on va dire, scientifique, enfin, qui puissent être exploitées derrière, mais qui ne prennent pas non plus trop de temps à remplir, parce que si on vous demande de mettre 25 lignes, personne ne va le faire. Donc, l'objectif, c'est d'avoir des sortes de datasets minimales qui permettent derrière éventuellement d'approfondir si on veut, mais au moins de sélectionner correctement les patients. Donc vous avez un petit formulaire clinique avec quelques questions oui-non. Si vous cochez oui, parfois on vous demande des détails. Je sais pas, par exemple, vous avez coché oui à nerf crânien, on va vous demander lesquels. Et sur le paraclinique, vous avez l'IRM, le scanner, et puis après, pareil, c'est oui-non, est-ce qu'il y a eu d'autres examens que ça. Et puis si vous cochez oui sur syringomélie, on va vous demander la limite supérieure, la limite inférieure, par exemple. Donc globalement, tout ça, ça vous prend, honnêtement, je l'ai fait beaucoup de fois, pas longtemps. C'est-à-dire, moi, je pense 2 minutes, vous avez rempli votre nom, prénom, vous avez coché sur vos questions de clinique et vos questions de paraclinique, et votre patient, il est inscrit dans le registre. S'il n'est pas opéré, il est coché non. S'il est opéré, il y a un troisième formulaire où vous cochez simplement ce que vous avez fait. Craniectomie, plastie, dédoublement dural, tonsillectomie, etc. Et ça nous donne déjà beaucoup d'informations par rapport à ce que nous, on sait. On se pose tous la question de quelles sont la bonne technique, est-ce qu'il y a des techniques différentes pour des patients différents. Vous voyez qu'on a vu ici qu'à Marseille, on fait un peeling dural, à Bicêtre, on fait une plastie durale, ailleurs, à Necker, on va faire une décompression osseuse simple. Mais on n'a pas d'image réelle de nos pratiques. On n'est pas capable aujourd'hui de dire en France sur 1000 patients opérés, il y en a X qui ont telle technique, cette technique, et le taux de complication, c'est Y. Nous, par exemple, on sait qu'à Biceps, on a repris nos patients, on avait 7% à peu près de reprises. Je vois qu'à Marseille, avec le dédoublement dural, on a à peu près 7,5% de reprises. Finalement, si l'intérêt du dédoublement dural, c'est d'éviter trop de reprises par rapport aux plasties durales, alors que nous, on ne fait que des plasties,
Non, mais dans le sens, c'est une question. Je ne sais pas que c'est pas pour revenir sur ce sujet-là, c'est juste pour dire, typiquement, c'est le genre de questions auxquelles aujourd'hui, il me semble, c'est compliqué de répondre. Et ben la question, ouais, non mais bah, justement, est-ce qu'on sait qu'ils sont contents? Peut-être que si on avait des questionnaires qui étaient intégrés dans un registre pour évaluer le résultat clinique, on pourrait réellement prouver ou pas s'il y a une différence de résultat. C'est juste pour dire que finalement, avec quelques questions simples, on aurait beaucoup plus d'informations qui nous permettraient d'évaluer de façon collégiale nos pratiques et peut-être de comparer des techniques différentes entre elles. Et enfin, le suivi, vous voyez. Pareil, c'est 5 questions cliniques, 3 questions radiologiques. Ça vous prend environ 30 secondes à remplir au moment de la consultation de contrôle. Et puis si vous voulez le remplir sur plusieurs fois, vous pouvez créer des formulaires de suivi itératifs pour avoir le suivi à 3 mois, 6 mois, 1 an, etc. Donc ça démarre maintenant. C'est-à-dire que là, je vais vous renvoyer un mail à la suite de la réunion d'aujourd'hui. Et s'il n'y a pas, ça n'a pas de critères contraignant, c'est-à-dire que le CRMR, il n'a pas pour objectif de dire vous êtes obligé de remplir le registre, etc. En revanche, quelque part, c'est un cercle, on va dire, vertueux, c'est-à-dire que plus on sera à le remplir, plus il y aura d'intérêt à le faire, plus on aura la possibilité d'utiliser ces données pour faire des études collaboratives, ce qui est un peu le sens d'avoir un réseau national de centres de référence maladies rares, et plus aussi on aura la capacité de pouvoir répondre à nos tutelles et de ne pas se laisser imposer des choses de l'extérieur. Et après se posera éventuellement, donc l'idée c'est de faire une première phase un peu, on va dire, pilote auprès uniquement des centres MAVEM adultes chirurgicaux, de faire le bilan à 1 an, et puis de voir éventuellement à ce moment-là s'il y a des intérêts à l'élargir à d'autres centres, notamment pédiatriques, à d'autres pathologies, et ou de l'utiliser par exemple dans le cadre d'études d'évaluation d'auto-questionnaires comme celui qu'on est en train de développer sur Bicêtre. Donc voilà, tout ça pour vous dire que finalement, ces histoires de registre, c'est un mouvement de fond. Je pense qu'il n'y a pas forcément intérêt pour nous d'essayer d'aller contre, au contraire. Il vaut mieux s'en emparer, définir les modalités, faire en sorte que ce soit utile pour nous, chirurgiens, et pas seulement pour la Sécu. Qu'il y a un cadre à la fois réglementaire et technique offert par la FSM et dont on se sert, et c'est pour ça que ce registre s'intègre dans le registre neurochirurgie qui est porté par le CNP de neurochirurgie, donc il n'y a pas tellement de problématiques de CNIL, information du patient, etc. Tout ça, c'est géré déjà. La question, c'est comment faire en sorte que ce soit acceptable dans notre pratique clinique, dans notre charge de travail à tous. On n'a tous pas beaucoup de temps forcément pour remplir des choses supplémentaires, parce que globalement, ça reste de la double C, c'est-à-dire qu'il faut remplir en plus quelque chose. L'idée, c'était de faire quelque chose qui soit le plus efficace, le plus court possible, mais qui soit tout de même suffisamment informatif pour que ce soit derrière un instrument qui soit utile à tous. Est-ce que vous avez des questions? Moi, j'apporterai peut-être 1 ou 2 commentaires. Là, en fait, c'est quand même une des façons pour chaque spécialité que d'avoir un petit peu des critères de suivi ou de qualité, de veille sanitaire, et que chaque spécialité choisit un petit peu les maladies qu'elle cherche à screener. Bien entendu, la Société française de neurochirurgie s'est positionnée sur le registre pour les stimulations pour le Parkinson, s'est positionnée pour le registre sur les hématomes sous-duraux chroniques. Le CNP défend les registres. Mais on voit qu'il y a une contrainte maintenant qui est mise en place par les tutelles, par exemple pour l'orthopédie avec le remboursement de certains dispositifs médicaux, et pour nous, du fait des financements et du mécanisme même du financement des centres de référence maladies rares. Car les centres de référence et centres constitutifs sont financés, et c'est une demande qui est tout à fait claire, et qui fait que lors des prochaines labellisations, ce sera regardé de très près. Alors moi, je trouve que le Chiari, c'est quand même pertinent parce qu'on fait tous du Chiari dans tous les services en France, et que c'est plutôt une pathologie qui nous intéresse. Et c'est sûr que c'est quand même plus intéressant de pouvoir suivre un certain nombre de data en direct sur les pathologies qui nous intéressent, peut-être plutôt que celles qui nous intéressent moins. Je pense au sous-dural chronique.
Et c'est vrai que d'autre part, il y a les associations de malades qui nous connaissent et qui nous connaissent très très bien. Elles savent, les membres des associations savent exactement qui on est, quelles sont nos habitudes, ce qu'on fait, quels sont nos délais, et vont évidemment avoir à cœur de regarder un petit peu cet aspect-là. Je pense qu'il ne faut absolument pas avoir d'inquiétude sur le côté « Ah, mais moi, je fais seulement 10 caries par an, moi j'en fais 15 ». Ça, je pense que tout le monde s'en fiche complètement. Et derrière ça, il y a la possibilité de répondre à des questions comme au bout de combien de temps est-ce que la reprise professionnelle se fait ou ne se fait pas, quel est le nombre de malades qui sont en situation déclarée d'incapacité ou pas. Il y a toute une évaluation par derrière qui est intéressante sur le plan socio-économique. Donc c'est l'une des propositions, mais que nous, on est obligé de faire dans le cadre, encore une fois, de la structuration des centres de référence. Il y a des questions ou des remarques Ok. Oui. Ouais, juste en pratique, nous on est loin d'être exhaustif sur ces domaines, sur tout ce qui est carie, syringomyélie. On est à peu près bon sur les dysgraphismes pour rentrer dans Bambara, mais carie, syringomyélie, c'est n'importe quoi. Et nos collègues chez les adultes ne rentrent pas non plus ces malades-là. Donc là, ça veut dire que sur la consultation en pédiatrie, pour un carie qu'on va opérer, on voit 10 suspicions de carie avec déjà une définition qui est un peu difficile à placer, lesquelles on va rentrer. Et est-ce que ça veut dire qu'il faut faire deux registres? Sur la consultation, en fait, les patients ils vont juste taper à l'ordinateur. C'est quand même même si je sais que c'est pareil, Bambara, on nous dit c'est très rapide. Mais en fait, quand on fait en consultation, c'est quand même un moment un peu perdu pour la consultation. Alors là, pour l'instant, le registre est uniquement adulte. Donc déjà, on va dire... alors après, ça répond pas à la question pour les adultes, mais on va dire, pour l'instant, l'objectif, c'est d'inclure uniquement les patients qui sont opérés. Donc le patient qui arrive avec la descente tonsillaire de 5 mm, qui est asymptomatique, on va en consulte à qui on ne fait rien. Il n'y a pas beaucoup d'intérêt à le rentrer, donc c'est pas le patient cible. Donc là, c'est les patients caries adultes opérés. Donc déjà, ça réduit pas mal le nombre de patients potentiels, incluables, et donc voilà, et le temps entre guillemets passé à remplir ce registre. Après, c'est sûr, même si c'est 2 minutes, ça fait 2 minutes de plus. La question, c'est qu'est-ce qu'on met en regard de ces 2 minutes passées à remplir le registre. Si c'est en gros 2 minutes passées à remplir et qu'on ne reçoit rien derrière, les gens ne vont pas le faire. On reçoit le seul intérêt. Rien du tout. Rien du tout. Et donc ça, c'est l'idée. Justement, le Bambara, c'est uniquement en gros une sorte de recensement démographique, quoi. On sait combien de patients et puis c'est tout. Les centres constitutifs, les centres coordonnateurs reçoivent en fonction du nombre de malades. De la file active. Ça permet d'évaluer la file active des différents centres. Là, l'objectif de ce registre-là, c'est un registre, on va dire, d'évaluation des pratiques, dont la finalité, elle est entre guillemets scientifique, c'est-à-dire qu'elle est réglementaire parce qu'il faut le faire et ça permet d'évaluer les pratiques et de pouvoir avoir une image, par exemple, du taux de complications ou de différentes techniques qui sont utilisées, mais à terme, et ça va être assez rapide en fait, l'idée c'est de pouvoir utiliser ce registre comme un moyen de faire des études collaboratives entre les centres, ce qui est a priori notre raison d'être en tant que réseau de centres de référence. Donc là, typiquement, on développe, je sais pas, une échelle d'un auto-questionnaire pour les caries et les syringomyélies. On pourrait l'administrer via le registre et faire en sorte que tous les centres qui souhaitent participer à l'étude puissent le remplir, on rentre le patient dedans et le patient il reçoit par mail l'auto-questionnaire. Donc c'est ça l'idée en fait, c'est pas forcément d'avoir uniquement en gros de rentrer des patients et puis après on ne sait pas où vont les données et ça sert, on n'a pas l'impression que ça serve à grand chose parce que sinon en effet ça ne remportera pas l'adhésion.